Je suis resté tard au travail pour obtenir ma prime. Où étais-tu, espèce d'idiote? Maman attend son cadeau, a hurlé mon mari en me rejoignant sur le parking. Il a arraché mon sac de mon épaule, a saisi l'enveloppe contenant le chèque et est parti en trombe. Mais lorsqu'il l'a remise à sa mère, celle-ci a poussé un cri perçant, comme un animal acculé. Emily Bishop se tenait devant la vaste fenêtre panoramique de son bureau au 17e étage, regardant les premières lumières de Denver commencer à scintiller dans le crépuscule naissant. La ville s'installait doucement dans un vendredi soir, anticipant le repos, les rencontres entre amis et les dîners de famille. Mais pour Emily, cette soirée n'était qu'une étape de plus dans le marathon sans fin intitulé « Tout terminé ». Ses mains lui faisaient légèrement mal à cause des heures passées devant l'ordinateur, et ses yeux ressentaient la fatigue familière d'une concentration intense. Le rapport trimestriel qu'elle venait de soumettre était un véritable monstre, des centaines de pages, des milliers de chiffres, des renvois et des analyses de rentabilité pour de multiples propriétés. Mais elle l'avait fait, comme toujours, sans faille. Et maintenant, elle était récompensée non seulement par un sentiment légitime d'épuisement, mais aussi par une prime promise, une somme substantielle presque égale à son salaire mensuel. Le téléphone sur son bureau a vibré pour la 5e fois au cours de la dernière heure. L'écran s'est de nouveau éclairé, Ethan. Emily a soupiré et a passé une main sur son visage. Son amour autrefois, ce mot remplissait son âme de chaleur et de tendresse. Maintenant, il ne suscitait qu'une sourde irritation mêlée de culpabilité. Elle savait pourquoi il appelait. Aujourd'hui, c'était le anniversaire de sa mère Brenda, 60 ans, une étape sérieuse exigeant une approche appropriée, plus important encore, un cadeau approprié. Oui, Ethan, je suis là, a-t-elle répondu, essayant de garder une voix calme. Et M, où es-tu? Son baryton familier et pétulant a traversé la ligne. Nous avions convenu que tu serais là pour 18 heures. Maman a tous les invités ici. La table est mise et tu manques à l'appel. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Je termine, Ethan. Je dois juste imprimer la dernière section du rapport et la faire signer par mon patron. Je t'avais dit que c'était la date limite. Toujours ton travail. Une note de blessure s'est glissée dans sa voix. Ton travail passe toujours en premier, mais le 60e anniversaire de maman n'arrive qu'une fois. Elle attend. Elle s'inquiète. Emily a fermé les yeux. Elle pouvait parfaitement imaginer la scène, Brenda dans sa plus belle robe bordeaux, assise en bout de table dans leur petit appartement de 3 pièces, pressant dramatiquement une main sur son cœur et lançant des regards souffrants à son fils. Oh, où est notre chère Emily? Probablement en train de compter ses chiffres encore une fois. Elle a complètement délaissé mon garçon. Je n'ai pas oublié l'anniversaire, a-t-elle dit à haute voix. Je serai bientôt là. J'achèterai le cadeau dont nous avons discuté en chemin. Écoute, le ton d'Ethan est devenu brusquement pragmatique. À propos du cadeau. J'ai réfléchi, cet ensemble le creuset que nous avons regardé, c'est un peu cliché. Maman mérite mieux. J'ai vu ces magnifiques boucles d'oreilles en grenat à la bijouterie. Un assortiment parfait pour sa robe. Elle lui irait à merveille. Emily est restée silencieuse, fixant l'écran de sa calculatrice. Des boucles d'oreilles en grenat. Elle connaissait le magasin dont il parlait et avait une bonne idée des prix. Ethan, nous nous étions mis d'accord sur $2000, a-t-elle dit lentement. Les boucles d'oreilles dont tu parles coûtent au moins $7000. Nous n'avons pas cet argent. Comment ça, nous ne l'avons pas, a-t-il demandé avec une surprise sincère. Et ta prime? Tu as dit toi-même qu'il t'en donnait une grosse aujourd'hui. Nous la dépenserons pour maman. Elle sera ravie. Emily a senti un œuf froid et dur se former dans son estomac. Sa prime, l'argent qu'elle avait gagné au prix de nuits blanches et de nerfs à vif. De l'argent qu'elle avait déjà mentalement alloué jusqu'au dernier centime, une partie pour rembourser l'hypothèque qu'il traînait depuis 5 ans, une hypothèque qu'elle était essentiellement la seule à payer, une partie pour un bilan médical pour sa propre mère, Suzanne, qui se plaignait de plus en plus de son cœur ces derniers temps, et un tout petit peu pour de nouvelles bottes d'hiver car les siennes tombaient en lambeaux. Ethan, cette prime n'est pas pour le cadeau de ta mère, a-t-elle répondu, essayant de maintenir son sang-froid. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que l'anniversaire de ma mère, a-t-il ricané. Emily, ne sois pas si égoïste. Maman a tellement fait pour nous. Sans elle, nous serions encore en train de sauter d'une location à l'autre. Il faisait référence aux $10 000 que Brenda leur avait donnés il y a 7 ans pour l'apport initial.
Émilie entendait parler de ce cadeau royal presque chaque semaine. Le fait qu'ils aient contracté une hypothèque pour les 300 000 $ restants, et que durant toutes ces années, elle, Émilie, ait été celle qui effectuait les paiements mensuels sur son salaire pendant qu'Ethan était dans un état de découverte créative, était commodément ignoré. Nous achetons l'ensemble de cuisine comme convenu, a-t-elle dit fermement. Il n'y a pas d'argent pour des boucles d'oreilles. C'est définitif. Je dois y aller. Je te vois dans 1 heure et demie. Elle a raccroché sans attendre sa réponse. Son cœur battait la chamade. Chaque conversation de ce genre la déstabilisait, laissant un goût amer d'injustice. Elle aimait Ethan du moins, elle l'avait aimé. Talentueux, charmant et une âme ouverte, voilà ce qu'il était quand ils se sont rencontrés il y a 10 ans dans un atelier d'art. Elle était une étudiante en école de commerce venue avec une amie, et lui, photographe et artiste en herbe, l'avait captivée dès le premier regard. Leur romance fut un tourbillon, des promenades tardives au bord de l'eau, des poèmes qu'il lui dédiait, ses photographies en noir et blanc où elle paraissait mystérieuse et belle. Mais après le mariage, le romantisme a rapidement cédé la place à la réalité. La découverte créative d'Ethan s'est étirée sur des années. Il acceptait occasionnellement des missions en freelance mais passait la majeure partie de son temps à la maison à peindre des toiles que personne n'achetait ou simplement à discourir sur le grand art. Pendant ce temps, Émilie travaillait d'abord comme assistante comptable, puis analyste financière senior. Elle portait la famille, l'hypothèque, payait ses fournitures artistiques et supportait silencieusement les reproches de sa belle-mère qui affirmait qu'elle n'inspirait pas assez son mari pour qu'il atteigne la grandeur. Elle a rassemblé ses documents dans son sac, a éteint son ordinateur et s'est dirigée vers le bureau de son patron. Peter Thompson, un homme d'une 50aine d'années, rangeait déjà ses affaires pour partir. « Tu travailles tard, Émilie » a-t-il souri. « Le rapport est terminé ?»« C'est fait, Peter. Le voici. » Elle a posé le lourd dossier sur son bureau. « Tout est réconcilié et signé. Tu vaux ton pesant d'or. » Il a rapidement feuilleté les documents. « Passe par la comptabilité. J'ai déjà autorisé ta prime. Tu peux récupérer le chèque comme tu l'as demandé. Maintenant, rentre chez toi et repose-toi. Tu l'as mérité. » Au bureau de la comptabilité, on lui a remis un chèque flambant neuf dans une enveloppe de sécurité blanche. Exactement 8500 $. Émilie a glissé l'enveloppe dans une poche cachée de son sac, ressentant un mélange de joie et d'anxiété. Cet argent était sa bouée de sauvetage, son petit secret, son espoir, l'espoir que sa mère puisse enfin voir le meilleur cardiologue de la ville. En quittant l'immeuble de bureau, elle a été accueillie par une fine pluie agaçante. Elle devait se dépêcher, d'abord au centre commercial pour la batterie de cuisine, puis à l'autre bout de la ville pour la fête d'anniversaire. Elle s'imaginait entrant dans l'appartement, tous les regards tournés vers elle, Brenda la jaugeant de la tête aux pieds, et Ethan debout à ses côtés avec un sourire à la fois coupable et exigeant. « Je dois juste passer cette soirée », se dit-elle en hélant un taxi. Elle ne savait pas encore que cette soirée serait le point de non-retour, après lequel sa vie ne serait plus jamais la même. Elle n'avait aucune idée qu'elle n'aurait plus rien à passer du tout. Le taxi rampait dans le trafic du soir, et Émilie fixait d'un air sombre les lumières de la ville floutées par la pluie. Des gouttelettes ruisselaient sur la vitre, fusionnant en des chemins tortueux qui ressemblaient à des larmes. Elle se sentait incroyablement fatiguée. Et ce n'était pas seulement à cause de la journée de travail stressante. Un poids invisible de responsabilité pesait sur ses épaules, un fardeau qu'elle portait depuis des années, la responsabilité de son mari, de leur foyer, de l'hypothèque, de la fragile apparence de bien-être qu'elle s'efforçait tant de maintenir. Son téléphone a vibré à nouveau, un SMS cette fois. Une douzaine de points d'interrogation de la part d'Ethan, puis un court « Tu plaisantes ». Émilie a soupiré et a commencé à taper une réponse « En route, bouchon. J'ai le cadeau ». Elle a délibérément évité de préciser quel cadeau pour prévenir une autre série de disputes. Mieux valait que ce soit une surprise désagréable pour lui en personne qu'une bagarre au téléphone. Elle s'est adossée à son siège et a fermé les yeux, essayant de chasser les pensées négatives. Une autre soirée, il y a presque 10 ans, a refait surface dans sa mémoire. Il pleuvait aussi ce jour-là, mais cela lui avait semblé romantique. Elle et Ethan avaient couru sous un seul parapluie, riant alors qu'il récitait un poème qu'il avait écrit sur les gouttes de pluie sur ses cils. Il était si vivant alors, pas l'homme apathique et perpétuellement insatisfait qui exigeait maintenant son argent pour des cadeaux coûteux pour sa mère,
mais un jeune enthousiaste qui croyait en son grand avenir et en leur amour partagé. Où tout cela était-il passé? Quand sa découverte créative s'était-elle transformée en pure paresse et son amour en habitude et en sang du devoir? Peut-être que tout avait commencé après le mariage, quand ils avaient emménagé dans cet appartement. Brenda les avait pris sous son aile dès le début. Elle venait presque chaque jour, apportant des gratins et offrant des conseils précieux. « Émilie, ma chère, ce n'est pas comme ça qu'on plie les chemises. D'abord le col, puis les poignets, puis les manches. Ou encore, Ethan n'aime pas le quinoa. Ça lui donne des brûlures d'estomac. Tu devrais lui faire de la purée comme moi. » Au début, Émilie essayait de discuter, de défendre ses limites, mais Ethan prenait toujours le parti de sa mère. Maman veut bien faire. Elle est plus expérimentée. Elle sait ce qui est le mieux. Et Émilie cédait. C'était plus facile d'accepter que d'écouter ses jérémiades et de voir le regard blessé de sa belle-mère. Progressivement, Brenda est devenue la maîtresse de maison de facto. Elle arrivait à l'improviste pendant qu'ils étaient au travail, réarrangeait les meubles, fouillait dans leurs placards. Émilie retrouvait ses chemisiers suspendus au mauvais cintre et ses casseroles rangées dans le bon ordre, selon Brenda. Quand elle s'en plaignait à Ethan, il balayait cela d'un revers de main. C'est quoi le problème? Maman s'ennuie à la retraite. Elle s'occupe. Il ne voyait pas cela comme une invasion de leur espace personnel. Pour lui, c'était de l'attention. Puis vinrent les exigences financières. Au début, c'était de petites demandes. Fils, pourrais-tu aller chercher les médicaments pour la tension de maman? Les miens sont finis. Émilie, ma chère, mes bottes sont trouées. Pourrais-tu me prêter quelques centaines jusqu'à ce que mon chèque de sécurité sociale arrive? Émilie ne refusait jamais, mais avec le temps, les demandes sont devenues plus fréquentes et insistantes, et les sommes ont augmenté. Brenda se plaignait de sa petite retraite, de l'augmentation constante des prix, de la panne soudaine d'un appareil. Ethan, se sentant coupable de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa mère, remettait docilement l'argent d'Émilie. Madame, nous sommes arrivés. La voix du chauffeur de taxi l'a tiré de ses souvenirs. Chérie cric mal. Émilie a payé et a sauté de la voiture. Les magasins fermaient dans moins d'une heure. Elle a rapidement trouvé le rayon cuisine et a choisi l'ensemble Le Creuset que Brenda avait un jour mentionné avec nostalgie. Classique, un peu démodé, dans une belle couleur épicée. 220 $. Emballée dans une boîte énorme et lourde, elle a grogné en la traînant vers la sortie. Pendant qu'elle attendait un autre taxi, son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était sa mère, Suzanne. « Émilie, chérie, je tombe mal ?» Sa voix semblait, comme toujours, calme et un peu désolée. « Non, maman, ça va. Je viens de sortir du magasin. Comment te sens-tu? » « Oh, tu sais, on fait aller. Mon cœur me joue encore des tours. Ma tension fait le yo-yo. Le docteur à la clinique dit que c'est juste l'âge, il m'a donné des pilules, mais elles ne font pas grand-chose. » Émilie a ressenti une pointe d'anxiété. Elle savait que sa mère ne se plaignait jamais sans raison. « Maman, je te l'ai dit, il te faut un bilan complet, un moniteur Holter, une échocardiographie, une consultation avec un bon cardiologue. Je t'ai pris rendez-vous dans cette clinique privée pour la semaine prochaine. Tu te souviens? » « Je m'en souviens, chérie, » soupira sa mère. « Mais ça doit être si cher. Je m'en veux de t'imposer ça. Tu as l'hypothèque et tes propres soucis. » « Maman, ne sois pas idiote, » dit Émilie fermement. « Ta santé est la chose la plus importante. Je trouverai l'argent. Je viens de recevoir ma prime aujourd'hui, donc on couvrira tout. Ne t'inquiète pas. Merci, ma puce. Tu es une fille tellement merveilleuse. » Elle pouvait entendre les larmes dans la voix de sa mère. Elles ont discuté encore quelques minutes. Émilie a pris des nouvelles de son père, de leur jardin, et a promis de passer pendant le week-end. Après avoir raccroché, elle se sentait encore plus déterminée. L'enveloppe contenant le chèque de prime dans son sac n'était pas seulement de l'argent. C'était la santé de sa mère, et elle ne laisserait personne y toucher, ni Ethan, ni sa mère dominatrice. Le taxi est enfin arrivé. Émilie a donné l'adresse de Brenda. Encore 20 minutes de route. Elle a jeté un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur, un visage fatigué, des cernes sous les yeux,
quelques nouvelles ridules autour de la bouche. Qu'était-il arrivé à la fille insouciante qu'Ethan peignait autrefois dans ses portraits? Elle s'était dissoute dans des rapports interminables, des paiements d'hypothèques et des tentatives de plaire à tout le monde sauf à elle-même. Non, pensa T.L., serrant la lanière de son sac où se trouvait l'enveloppe. Ça suffit. Aujourd'hui, elle ne laisserait pas Ethan la bousculer. La batterie de cuisine était un cadeau parfaitement respectable. Brenda n'avait qu'à s'acheter ses propres boucles d'oreilles si elle arrêtait de vider les finances de la famille de son fils. Cette pensée lui donna de la force. Elle se redressa même un peu sur son siège. Elle allait à cette fête d'anniversaire non pas comme une écolière coupable, mais comme une adulte indépendante qui avait droit à son propre argent et à sa propre opinion. Alors qu'elle approchait de l'immeuble de sa belle-mère, elle aperçut une silhouette familière à l'entrée, Ethan. Il se tenait sous la pluie sans parapluie, passant nerveusement d'un pied sur l'autre, scrutant chaque voiture qui approchait. Quand le taxi s'est arrêté, il s'est précipité vers la portière. Son visage était déformé par la colère. Émilie n'était même pas complètement sortie de la voiture qu'il l'a saisie par le coude. Dans ses yeux, elle a vu une fureur froide. « Où étais-tu, espèce d'idiote ?» Sa voix, basse et brisée, a transpercé le son monotone de la pluie. « Maman attend son cadeau. Tous les invités attendent, et toi tu es dehors à t'amuser. » Émilie s'est figée, un pied encore dans le taxi, l'autre sur l'asphalte mouillé. Les mots d'Ethan l'ont frappée comme une gifle. Pas de « chérie, j'étais inquiet » ou « tu es trempé, rentrons », mais cette insulte grossière et humiliante lancée avec haine. Le vieux chauffeur de taxi a toussé d'un air désapprobateur et s'est détourné pour regarder par sa fenêtre, feignant de ne rien remarquer. « Je travaillais, Ethan », a-t-elle répondu calmement mais fermement, dégageant son coude de son emprise. « Et ensuite j'achetais un cadeau pour ta mère. Tiens. » Elle a désigné de la tête la grosse boîte que le chauffeur déchargeait du coffre. Ethan a jeté un regard méprisant à la boîte. « C'est ça ton cadeau? Cette camelote? Je t'avais dit les boucles d'oreilles. J'ai promis une surprise à maman. Et je t'ai déjà dit que nous n'avions pas d'argent pour des boucles d'oreilles. » Émilie s'est redressée, sentant une colère froide commencer à remplacer le choc initial. « Et arrête de me hurler dessus. » Il n'écoutait pas. Ses yeux parcouraient frénétiquement son visage, ses vêtements, puis se sont fixés sur son sac, le sac où se trouvait l'enveloppe. « Où est la prime ?» Son ton est devenu cajoleur et menaçant. « Tu l'as reçue. Donne-la-moi. »« Je ne te donne pas l'argent, » a-t-elle rétorqué, serrant son sac plus fort. « C'est pour autre chose. »« Pourquoi d'autre ?» Il s'est approché tout près d'elle, et Émilie a senti une odeur d'alcool dans son haleine. Il avait bu probablement pour se donner du courage en attendant. « Pourquoi ? Encore des vêtements pour toi ? Des sorties avec tes amis ? Ma mère a attendu 60 ans pour ce jour et tu fais la radine pour un morceau de papier. » Ce morceau de papier, c'est la santé de ma mère, a-t-elle fini par hurler, incapable de se retenir. Elle a besoin d'un bilan médical complet, Ethan. Un vrai. Et toi ? Tu veux tout dépenser pour un autre caprice de Brenda. La mention de sa mère a semblé le faire basculer. Ne t'avise pas de parler de ma mère comme ça, a-t-il rugi, le visage tordu. C'est une sainte. Et ta mère ? Ta mère se plaint toujours, elle est toujours malade. Peut-être qu'elle a juste besoin de plus d'attention. C'était trop. Trop cruel et injuste. Émilie a senti les larmes monter, mais elle les a refoulées. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Tu commença T.L., mais les mots ne venaient pas. Une boule s'était formée dans sa gorge. Je suis quoi ? Il a ricané, voyant sa détresse. Je dis la vérité ? Maintenant donne-moi l'argent, Émilie. Ne rends pas ça moche. Maman attend. Il a tendu la main vers son sac. Émilie a reculé instinctivement, protégeant son bien. Non. Ce cri court et désespéré a semblé être l'élément déclencheur. Il avait fini de demander, il passait à l'action. D'un mouvement sec, il a arraché le sac de son épaule. La lanière a mordu douloureusement sa peau, mais il a tiré plus fort. Émilie a perdu l'équilibre et, glissant sur le pavé mouillé, est tombée maladroitement au sol. Le sac était entre ses mains. Désolé, a-t-il lancé, sans plus de colère, juste avec une sorte de regret détaché.
Tu l'as cherché. Il a rapidement ouvert le sac, a fouillé à l'intérieur, a trouvé l'enveloppe blanche, l'a sortie et l'a fourrée dans la poche de son manteau. Puis il a lâché le sac par terre à côté d'Émilie. Je reviens bientôt, a-t-il dit, se détournant déjà. Il a presque couru vers sa vieille Ford Focus garée à proximité, a démarré le moteur et, dans un crissement de pneus, a démarré en trombe. Émilie était assise sur l'asphalte froid et mouillé, regardant les feux arrière rouges de sa voiture s'éloigner. La pluie s'est intensifiée, ses gouttes froides se mêlant aux larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle ne pleurait pas de douleur physique bien que son genou soit douloureux mais d'humiliation. Une humiliation monstrueuse, dévorante. Il ne s'était pas contenté de prendre l'argent, il l'avait piétiné, elle, sa dignité, ses sentiments, ses espoirs. Le chauffeur de taxi, qui avait observé la scène depuis sa voiture, est finalement sorti. « Madame, ça va ? Je dois appeler la police. » Il lui a tendu la main. Émilie l'a regardé à travers ses larmes. Ses yeux étaient pleins de sympathie. Elle a pris sa main et s'est relevée avec difficulté. Sa jupe était mouillée et sale, ses collants étaient filés, et son genou était écorché et saignait. « Pas de police » a-t-elle chuchoté. « Ça va. » Elle a ramassé son sac au sol, a vérifié le contenu, portefeuille, téléphone, clé. Tout était là. Seule l'enveloppe blanche manquait. L'enveloppe qui contenait non pas sa vie, mais celle de sa mère. « On va où, madame ? » « Là d'où on vient. » a demandé le chauffeur. Émilie a levé les yeux vers les fenêtres éclairées de l'appartement du 3e étage de sa belle-mère. Elle a imaginé Ethan entrant à l'instant même, Brenda l'accueillant, lui rayonnant de fierté en lui remettant l'enveloppe, et quelque chose en elle s'est brisé pour de bon. L'Émilie qui avait enduré, pardonné et espéré pendant des années est morte là, sur cet asphalte mouillé sous la froide pluie d'octobre. « Emmenez-moi. » Elle a donné l'adresse de ses parents. « S'il vous plaît. » Elle est montée à l'arrière. La boîte avec l'ensemble de cuisine est restée près de l'entrée de l'immeuble, solitaire et indésirable, tout comme ses tentatives de construire une famille avec cet homme. Alors que la voiture traversait la ville nocturne, Émilie regardait par la fenêtre mais ne voyait rien. La même image repassait dans son esprit, le visage d'Ethan tordu par la rage, sa main arrachant son sac, et la phrase jetée au sol, « Tu l'as cherché. » Non, elle n'était pas à blâmer. Elle n'était coupable que d'une chose, d'avoir laissé cet homme la traiter ainsi pendant bien trop longtemps. Quand le taxi s'est arrêté devant la maison de ses parents, elle s'est soudain souvenue de ce qu'il y avait réellement dans cette enveloppe. Elle était tellement pressée en quittant le travail. Un sourire léger, presque dément, a effleuré ses lèvres. Oui, c'était ça. Elle a sorti son téléphone et a appelé le numéro d'Ethan. Il n'a pas répondu. Alors elle a envoyé un court SMS, « J'espère que ta mère appréciera mon cadeau. » C'est fait de bon cœur. Après l'avoir envoyé, elle a ressenti une satisfaction étrange et malicieuse. Elle ne savait pas comment cette nuit se terminerait, mais elle était sûre d'une chose, le 60e anniversaire de Brenda allait devenir inoubliable pour toutes les personnes impliquées. La porte de l'appartement de ses parents a été ouverte par sa mère. Voyant Émilie sur le pas de la porte, échevelée avec ses collants déchirés et ses yeux rougis par les larmes, Suzanne a eu un hoquet de surprise et a levé les mains au ciel. « Émilie, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es dans un état terrible. Tu es tombée ? » « Ça va, maman. » Émilie a essayé de sourire, mais ses lèvres ne lui obéissaient pas. « J'ai juste trébuché. Je suis vraiment fatiguée. Je peux entrer ? » Son père, Bob, attiré hors du salon par la voix de sa femme, étudiait silencieusement sa fille d'un regard attentif. Il n'était pas un homme de grand discours, mais il voyait et comprenait toujours plus qu'il n'en disait. Il ne demanda rien, fronça simplement les sourcils et resserra sa vieille robe de chambre autour de lui. « Bien sûr, ma puce. Entre, » s'empressa sa mère. « Je vais mettre la bouilloire pour une tisane à la camomille. Tu as besoin de te calmer. » Émilie est allée dans sa chambre d'enfant, restée presque intacte depuis son mariage. Le même bureau près de la fenêtre, les mêmes étagères avec ses livres d'enfance préférés, le même lit avec la couette moelleuse. Elle s'est assise sur le bord du lit et c'est alors seulement qu'elle a senti à quel point ses mains tremblaient. Elle était à la maison. Elle était en sécurité. Ici, personne ne lui hurlerait dessus, ne l'humilierait ou ne prendrait ce qui lui appartenait par la force. Ici, elle était aimée simplement pour ce qu'elle était.
À cette pensée, les larmes ont coulé à nouveau sur son visage. Mais c'étaient des larmes différentes, pas de désespoir, mais de soulagement. Elle est restée assise ainsi pendant peut-être 10 minutes jusqu'à ce que sa mère entre avec une tasse de thé fumante. « Tiens, bois ça. Tu te sentiras mieux. » Elle s'assit à côté d'elle et caressa doucement les cheveux d'Émilie, comme lorsqu'elle était enfant. « Tu veux en parler ?» C'était Ethan. Émilie a hoché la tête, prenant une gorgée du thé parfumé. La chaleur s'est propagée dans son corps, calmant légèrement ses tremblements intérieurs. Et elle lui a tout raconté, les exigences constantes de Brenda, la quête créative d'Ethan, sa prime, la bagarre sur le parking. Elle a parlé longtemps, ses mots se bousculant, se brisant parfois en sanglots, tandis que sa mère écoutait en silence, ses yeux emplis d'une telle douleur que c'était comme si elle vivait tout cela avec sa fille. Et il a juste pris l'argent et il est parti, a conclu Émilie, se sentant vide et épuisée. Il m'a laissé assise sur l'asphalte. Ce fils de... Suzanne commença mais ne trouva pas le mot juste. Et toi? Tu es sérieusement blessé? Mon genou me fait mal. Émilie a regardé l'écorchure. Mais ça guérira. Ce qu'il y a là-dedans. Elle a posé une main sur sa poitrine. Point, ça ne guérira probablement jamais. Son père est entré dans la pièce. Il a silencieusement tendu à Émilie un flacon d'eau oxygénée et un coton. Nettoie ça, a-t-il dit brièvement. Son visage était sombre, ses yeux noirs. Pendant qu'Émilie nettoyait la plaie, il s'est assis dans le vieux fauteuil en face d'elle. Je ne lui ai jamais fait confiance, dès le début, a-t-il dit d'une voix basse. Trop mielleux à un artiste. Son vrai métier, c'était de vivre à tes crochets. Je me suis tue parce que c'est toi qui l'as choisi. Je pensais qu'il grandirait, qu'il prendrait du plomb dans l'aile. Il ne l'a pas fait. Bob, pas maintenant, l'arrêta doucement Suzanne. Elle souffre déjà assez comme ça. Non, laisse-la écouter, intervint son père. Tu as supporté ça pendant 7 ans, Émilie. 7 ans à les laisser, lui et sa mère, te marcher dessus. Pourquoi? Pour un appartement avec une hypothèque que tu es la seule à payer? Pour sa délicate âme d'artiste? Les mots de son père étaient durs, mais ils étaient vrais. Émilie le savait. Elle s'était posé ces mêmes questions des centaines de fois, mais trouvait toujours une excuse. Il va changer. On s'aime. C'est juste une phase difficile. Je ne sais pas, papa, murmura-t-elle. Je suppose que j'avais juste peur d'être seule. Peur de m'avouer que j'avais fait une erreur. Tu ne seras jamais seule, dit Bob fermement. Tu nous as. Cette maison est la tienne, et personne, tu m'entends, personne n'a le droit de te faire du mal. Il se leva et quitta la pièce. Un instant plus tard, Émilie l'entendit parler à quelqu'un au téléphone dans le couloir. Sa voix était calme, mais elle avait un ton d'acier. Émilie a fini son thé et a regardé sa mère. Maman, et pour ton bilan médical? Il a pris l'argent. Ma chérie, au diable l'argent. Suzanne la serra dans ses bras. C'est toi qui es importante. On se débrouillera. On trouvera, on empruntera. L'argent n'est pas tout. Mais Émilie savait déjà qu'il n'aurait pas besoin d'emprunter. Elle se rappelait comment elle s'était précipitée pour ranger ses affaires au travail. Peter Thompson l'avait pressée pour qu'elle puisse arriver à la comptabilité avant la fermeture. Elle avait saisi la première enveloppe blanche qu'elle avait vue sur son bureau. Le comptable avait mis le chèque à l'intérieur, et elle l'avait fourré dans son sac sans y jeter un second regard. Et sur son bureau était restée une deuxième enveloppe, identique à la première, qui contenait. Elle a regardé sa mère, et une étincelle s'est allumée dans ses yeux, une étincelle qui n'y était plus depuis très longtemps. Je pense savoir comment nous pouvons payer ton évaluation et donner une leçon à Ethan et à sa mère. Elle a raconté à sa mère l'histoire des 2 enveloppes, comment celle laissée au travail contenait les recommandations pour les examens et la consultation avec le cardiologue, qu'elle avait imprimé cet après-midi-là pour lui donner. Ainsi que sa propre petite note personnelle, le cœur de maman. Ne pas oublier. Tu penses qu'il n'a pas regardé à l'intérieur de l'enveloppe, a demandé Suzanne d'un air dubitatif. J'en suis certaine, a souri Émilie d'un air narquois. Il était trop furieux et trop pressé de faire plaisir à sa maman. Il a attrapé la première enveloppe qu'il a trouvée et a filé. Il n'aurait même pas envisagé que j'ai pu y mettre autre chose. Pour lui, je suis l'Émilie prévisible et obéissante,
qui fait toujours ce qu'on attend d'elle. Elle s'est levée et s'est approchée du miroir. Une femme fatiguée et épuisée lui renvoyait son image, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, de la détermination. Une détermination froide et vibrante. « C'est fini, maman. J'ai terminé », a-t-elle dit à son reflet. Plus d'Émilie obéissante. Elle a pris son téléphone et a regardé le SMS qu'elle avait envoyé à Ethan. « J'espère que ta mère appréciera mon cadeau. C'est un cadeau du cœur. » Il n'avait toujours pas répondu. Probablement occupé à faire la fête. Eh bien, cela rendrait le final d'autant plus intéressant. Elle imaginait le visage de Brenda lorsqu'elle ouvrirait l'enveloppe devant tous ses invités. Elle imaginait son choc, sa rage, son humiliation. Et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait aucune pitié pour sa belle-mère ou son mari. Elle ne ressentait aucune culpabilité, seulement un calme glacial et l'anticipation de la justice. Elle retournerait dans cet appartement, mais pas pour s'excuser. Elle irait chercher ses affaires et commencerait une nouvelle vie, une vie où personne ne l'humilierait. « Émilie, peut-être que tu ne devrais pas », a demandé sa mère avec inquiétude. Ils pourraient te faire quelque chose. Ils ne feront rien. Émilie a secoué la tête. Parce que je n'ai plus peur. Plus du tout. Elle a appelé le même service de taxi et a donné l'adresse de Brenda. Où vas-tu ? A demandé Suzanne, alarmée. À la fête ? Émilie a souri. Ce n'est pas bien de rater une célébration familiale aussi importante, surtout quand des cadeaux aussi sincères sont offerts. La fête dans l'appartement de Brenda battait son plein. Environ 20 invités, principalement ses amis retraités et des parents éloignés, s'entassaient dans le petit salon transformé en salle de banquet. La table croulait sous les salades, les plats chauds et les conserves maison. L'air était saturé d'un mélange d'odeurs de nourriture, de parfums et d'une légère effluve d'alcool. La reine de la journée elle-même, rayonnante dans cette même robe bordeaux, présidait en bout de table comme une souveraine sur son trône. Ethan a fait irruption dans l'appartement comme une tornade, essoufflé et un peu pâle, mais avec une lueur triomphante dans les yeux. « Fils, enfin !» s'est exclamée Brenda en frappant dans ses mains. « Où étais-tu ? Et où est Émilie ? » Émilie est retenue, a-t-il lancé en enlevant son manteau humide d'un haussement d'épaule. Un projet important, mais elle m'a demandé de te donner ceci. D'un geste théâtral, il a sorti l'enveloppe blanche de sa poche et l'a tendue à sa mère. Toutes les conversations se sont instantanément tues. Les invités fixaient l'enveloppe avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?» a feint Brenda avec surprise, bien que ses yeux trahissent qu'elle savait exactement ce qui se passait. Ethan avait laissé échapper au téléphone l'histoire de la prime de sa femme. « Ceci, maman, est un petit cadeau mais très sincère de la part d'Émilie et moi, » a annoncé Ethan avec emphase. « Elle a travaillé très dur pour te rendre heureuse en ce jour. » Brenda a pris lentement l'enveloppe. Elle l'a retournée entre ses mains, savourant l'instant et l'attention soutenue de son public. « Oh mes chéris, il ne fallait pas » a-t-elle dit, mais ses doigts déchiraient déjà impatiemment le papier. « Je sais combien les temps sont durs pour vous en ce moment. » Elle a regardé à l'intérieur. Pendant une seconde, son visage s'est figé d'incompréhension. Elle s'attendait à voir une épaisse liasse de billets neufs, ou au moins un chèque. À la place, il y avait quelques feuilles de papier pliées. Elle les a sorties. La première était un formulaire de recommandation pour un moniteur Holter de 24 heures provenant d'une clinique privée coûteuse. La deuxième était une recommandation pour une consultation avec un professeur de cardiologie de renom. La troisième était un post-it froissé avec l'écriture précipitée d'Émilie, le cœur de maman, ne pas oublier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a chuchoté Brenda, son regard confus passant des papiers à son fils. Les invités, ne comprenant pas ce qui se passait, commençaient à chuchoter entre eux. Ethan, qui s'attendait à des larmes de joie et de gratitude, était tout aussi perplexe. Il s'est penché vers sa mère. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Le chèque est là-dedans. » « Quel chèque ?» a soudain hurlé Brenda, son expression béate se transformant en un masque de rage. « Quel chèque, bordel ?» Elle a jeté les papiers sur la table. « Ce sont des recommandations médicales. Est-ce qu'elle se moque de moi ? Est-ce qu'elle pense que je suis une vieille femme malade ?» Ethan a saisi les papiers. Ses yeux ont parcouru les lignes. Moniteur Holter. Cardiologue. Le cœur de maman.
La vérité a commencé à se faire jour en lui. Émilie l'avait piégé. Elle lui avait glissé la mauvaise enveloppe. C'est une sorte d'erreur, a-t-il bégayé, sentant son visage devenir pourpre. Émilie a dû mélanger les enveloppes. Mélanger? La voix de Brenda est montée dans les aigus. Elle a fait ça exprès. Exprès pour m'humilier devant tout le monde. Elle a jeté un regard fou autour de la pièce. Vous voyez? Vous voyez quel genre de serpent mon fils a réchauffé dans son sein? Je lui ai donné un foyer, mon âme, et elle me donne des papiers de médecin, en sous-entendant qu'il est temps pour moi de mourir. L'une de ses amies, une femme corpulente en chemisier scintillant, lui a tapoté la main avec sympathie. Brenda, calme-toi. C'était peut-être vraiment une erreur. Quelle erreur? La fêtée continuait de rager. Et la note le cœur de maman. Elle parle de sa mère. La sienne. Elle a dépensé la prime de son mari pour sa mère et elle m'a refilé cette charité. Elle a pointé un doigt tremblant vers les recommandations. Ethan voulait que le sol se dérobe sous ses pieds. Il se tenait au milieu de la pièce, rouge, en nage, ne sachant que dire. Tout le monde le fixait, certains avec pitié, d'autres avec une curiosité non dissimulée, et certains avec une joie mal dissimulée. Il se sentait comme un parfait idiot, joué par sa propre femme. Je vais l'appeler tout de suite, a-t-il marmonné, cherchant son téléphone à tâtons. Je vais régler ça. Ne t'avise d'appeler personne, a tranché Brenda. Je ne veux même pas entendre sa voix. Dehors. Sors d'ici et ne reviens pas sans l'argent. Tu m'as comprise. Maman, mais les invités. Les invités comprennent. Elle s'est tournée à nouveau vers l'assistance. Ils comprennent ce que c'est que d'élever un fils pour finir par le remettre aux mains d'un tel monstre ingrat. Elle s'est agrippée spectaculairement la poitrine et a commencé à respirer lourdement. Oh, je me sens mal. Mon cœur. Apportez-moi mes pilules. Ses amis ont immédiatement commencé à s'agiter autour d'elle. Quelqu'un a couru chercher de l'eau, un autre une trousse de secours. Ethan restait là, paralysé par l'indécision. Une partie de lui voulait se précipiter vers sa mère pour la réconforter, mais une autre voulait fuir cet appartement, cette honte, le plus loin possible. À ce moment précis, on a sonné à la porte. Un coup court et insistant. Tout le monde s'est figé. Qui cela peut-il bien être, a râlé Brenda. L'une des parentes éloignées assise près de la porte est allée ouvrir. Une seconde plus tard, elle est revenue avec un regard effrayé. Brenda, c'est Émilie. Se tenant dans l'encadrement de la porte du salon se trouvait Émilie calme, posée, ses cheveux humides de pluie, mais le dos droit et le regard assuré. Il n'y avait plus aucune trace de ses larmes précédentes. Elle a balayé lentement la pièce du regard, les invités perplexes, Ethan cramoisi de honte et de colère, et sa belle-mère feignant une crise cardiaque. Bonsoir. Sa voix résonnait de manière étonnamment égale et forte dans le silence soudain. Brenda, joyeux anniversaire. Il semble que je tombe mal. Vous n'avez pas l'air en forme. Peut-être devriez-vous utiliser mon cadeau et aller voir ce cardiologue après tout. Brenda, oubliant son attaque, s'est redressée d'un bond sur sa chaise et a fusillé sa belle-fille du regard, les yeux pleins de fureur. Toi, a-t-elle sifflé. Comment oses-tu te montrer ici? Je suis venue chercher mes affaires, a répondu Émilie tout aussi calmement, les yeux fixés sur Ethan. Et mon mari. Nous devons parler. Il semble que nous ayons eu un petit malentendu concernant le budget familial. Ethan a tressailli comme s'il avait été frappé. Il regardait sa femme et ne la reconnaissait pas. Où était l'Émilie effacée et complaisante qui acceptait toujours tout? Devant lui se tenait une femme étrangère, froide et inconnue. Parlez, a ricané Brenda, se levant lentement de sa chaise. Oh, tu veux parler? Parlons ici même devant tout le monde. Que tout le monde sache ce que tu es vraiment. Elle s'est avancée vers Émilie, les yeux brûlants d'un feu malveillant. La fête d'anniversaire était désespérément gâchée, et maintenant elle ne voulait plus qu'une chose, se venger. Se venger de son humiliation publique. Alors, qu'est-ce que tu veux, chère belle-fille? Brenda se tenait presque nez à nez avec Émilie. Elle sentait la laque et les médicaments pour le cœur. Tu veux t'expliquer? Tu veux dire à tout le monde comment tu as trompé mon fils et volé son argent?
Émilie a soutenu son regard sans broncher. Elle s'était attendue à cette attaque et y était préparée. Je n'ai rien volé, Brenda. J'ai simplement utilisé ma prime comme je l'entendais, spécifiquement pour la santé de ma mère. Je crois que j'en ai le droit. Ta prime? Sa belle-mère a ri de façon théâtrale. Ma chère, tout ce que tu gagnes pendant le mariage est un bien commun, l'argent de mon fils. Il t'autorise à travailler et toi? Il m'autorise. Émilie a légèrement haussé un sourcil. Je suis désolé, mais il me semble que c'est moi qui subviens aux besoins de ton fils et de tout notre foyer depuis 7 ans pendant qu'il se cherche créativement. Un silence pesant est tombé sur la pièce. Les invités, oubliant leur nourriture, regardaient le drame se jouer avec fascination. Ils n'avaient jamais rien vu de tel à une fête d'anniversaire. Tu mens. Brenda s'étouffait d'indignation. Mon Ethan est un artiste talentueux. Il a juste des difficultés passagères. Et toi, au lieu de soutenir ton mari, tu lui lances son morceau de pain à la figure. Je ne lui lance rien du tout, a répondu Émilie d'une voix égale. Je ne fais qu'énoncer un fait. Et le fait est que l'argent que vous étiez si impatiente de recevoir a été gagné par moi, et j'ai décidé de le dépenser pour ma mère, pas pour vos boucles d'oreilles en grenat. Ah, alors tu es aussi au courant pour les boucles d'oreilles? La belle-mère s'est tournée vers Ethan, qui se tenait la tête basse. Fils, tu l'entends? Elle savait tout et elle a quand même fait à sa tête. Elle n'a aucun respect pour toi ni pour moi. Ethan a enfin levé son regard du sol. Émilie, pourquoi? Sa voix tremblait. Pourquoi avoir créé tout ce cirque avec l'enveloppe? Tu aurais pu simplement dire que tu ne me donnerais pas l'argent. Je l'ai dit, lui a rappelé Émilie. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu étais prêt à m'arracher mon sac des mains juste pour plaire à ta mère. Alors, j'ai décidé de vous donner à tous les deux une leçon pratique. Une leçon pour vous montrer que mes limites, mon argent et ma famille ne sont pas des choses sur lesquelles vous pouvez piétiner sans conséquence. Elle a tourné son regard vers Brenda. Et en parlant de cadeaux, je ne suis pas venu les mains vides non plus. Elle a fait un signe de tête vers le couloir. Il y a un carton près de la porte. C'est le service Le Creuset, celui dont vous aviez dit un jour rêver. Vous pouvez le considérer comme mon cadeau d'adieu. Sa belle-mère est restée stupéfaite un instant. Des ustensiles de cuisine? Elle avait effectivement dit un jour qu'elle voulait un service comme celui-là, mais maintenant, le cadeau ressemblait à une moquerie. Une aumône. Je n'ai pas besoin de ton aumône, a-t-elle craché. Reprends ta camelote et sors de chez moi. Avec plaisir. Émilie a acquiescé. Dès que j'aurai récupéré mes affaires dans votre deuxième appartement. Et mon mari. Ethan, nous partons. Il n'y avait aucune demande dans sa voix, seulement un ordre. Ethan a hésité. Il a regardé alternativement sa mère, au visage déformé par la rage, et sa femme, froide et résolue. Il ne savait pas quoi faire. Tu ne vas nulle part avec elle, a déclaré Brenda impérieusement. Tu restes ici avec ta mère. Maman, arrête, a marmonné Ethan. J'ai dit que tu restais. Elle lui a saisi le bras. Si tu pars avec cette moins que rien maintenant, tu peux oublier que tu as une mère. C'était sa botte secrète, le chantage et les ultimatums. Cela avait toujours fonctionné. Mais ce soir, quelque chose était différent. C'était peut-être les dizaines de paires d'yeux fixés sur lui. C'était peut-être l'humiliation qu'il avait subie une demi-heure auparavant. Ou peut-être était-ce le regard d'Émilie, où pour la première fois il ne voyait ni amour ni pardon, mais un mépris glacial. Maman, lâche-moi. Il a doucement libéré son bras. Émilie et moi avons vraiment besoin de parler. Oh, parler, a hurlé Brenda. Très bien. Va-t'en. Va rejoindre ta précieuse femme. Mais retiens bien ceci, vous êtes tous les deux bannis de ma maison, et son pied ne franchira plus jamais le seuil de l'appartement que je vous ai donné. En fait, est intervenue Émilie, cet appartement a été acheté avec un prêt hypothécaire qui n'est pas encore remboursé, et c'est moi qui effectue les paiements. Donc légalement, il m'appartient tout autant qu'à Ethan, peut-être même plus. C'était un coup sous la ceinture. Brenda avait toujours considéré cet appartement comme le sien, simplement prêté à son fils. L'idée que cette parvenue puisse y prétendre lui était insupportable. Dehors, a-t-elle hurlé, perdant les derniers lambeaux de son sang-froid.
Dehors tous les deux. Elle a soudainement saisi une assiette de salade de pommes de terre sur la table et l'a lancée dans la direction d'Émilie. Émilie a réussi à s'écarter d'un bond. L'assiette s'est fracassée contre le mur dans un grand bruit, laissant une trace jaune graisseuse sur le papier peint. Les invités ont eu un haut le cœur. La fête d'anniversaire avait officiellement dégénéré en farce. À ce moment, une femme âgée et élégante qui était restée assise tranquillement dans un coin s'est approchée d'Émilie. C'était la cousine de Brenda, Zena, qu'Émilie n'avait rencontrée qu'à quelques reprises. « Ma chère », a-t-elle dit doucement en prenant la main d'Émilie. « Ne fais pas attention à elle. Elle a toujours été comme ça, si instable. Tu as bien fait. » Émilie l'a regardée avec surprise. Entendre des mots de soutien de la part d'un membre de la famille de sa belle-mère était totalement inattendu. « Merci », a-t-elle chuchoté. « Allons-nous-en », a dit Zena en l'entraînant vers la sortie. « Il n'y a plus aucune raison de rester ici. » Elles sont sorties dans le hall. Ethan, pâle et hébété, les suivait. « Émilie, attends. » Elle s'est arrêtée à la porte sans se retourner. « Quoi ? » Ethan, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé pour maman. Ce n'est pas à propos de ta maman, Ethan. Elle s'est enfin tournée vers lui. Son visage était calme, mais ses yeux étaient froids comme la glace. C'est à propos de toi. Du fait que tu n'as jamais été de mon côté. Tu n'as jamais été mon mari. Tu as toujours été seulement le fils de ta mère. Elle a ouvert la porte et est sortie sur le palier. Zena l'a suivie. Voici un conseil, ma fille, a-t-elle dit en ajustant son châle. Fuis-les. Fuis et ne te retourne pas. Ce garçon ne changera jamais, et tu n'as qu'une seule vie. Elle a tapoté le bras d'Émilie et est retournée dans l'appartement, d'où l'on entendait les sanglots étouffés de Brenda. Émilie s'est retrouvée seule. Elle a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Ethan n'est jamais sorti après elle. Il est resté là-bas avec sa mère, avec sa fête ruinée, avec sa vie brisée. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Émilie est montée à l'intérieur. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait ensuite. Mais elle savait une chose avec certitude, elle ne retournerait jamais dans cet appartement auprès de cet homme. Jamais. L'ascenseur descendait lentement, et dans sa lumière tamisée, Émilie voyait son reflet sur la paroi métallique. Un visage pâle, des cernes sous les yeux, et son regard le regard d'une femme adulte qui venait de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Elle ne pleurait pas. Les larmes s'étaient taries sur l'asphalte mouillé. À l'intérieur, il y avait un vide résonnant mêlé à un sentiment amer de libération, comme si un fardeau lourd de plusieurs années venait d'être ôté de ses épaules. En sortant du bâtiment, elle a pris une grande inspiration d'air frais et humide. La pluie s'était presque arrêtée, laissant derrière elle des trottoirs mouillés et une odeur fraîche d'ozone. Elle a hélé un taxi et a donné sa propre adresse. La sienne. Comme il était étrange et inhabituel de penser cela. L'appartement qu'elle avait considéré comme le leur pendant 7 ans lui semblait maintenant étranger et hostile, un endroit où elle ne voulait plus jamais revenir. Alors que la voiture traversait la ville, elle a repensé aux paroles de Zena, « Fuis et ne te retourne pas », cette phrase simple, prononcée par une quasi-inconnue, l'avait étrangement plus touchée que toutes les supplications de ses parents et amis. Peut-être parce que c'était le point de vue d'une personne extérieure appartenant au camp ennemi, qui voyait toute la situation sans aucune illusion. Elle a sorti son téléphone. Une douzaine d'appels manquaient d'Ethan. Elle n'a pas rappelé. À la place, elle a écrit un court message, « Je vais chez mes parents. Je viendrai chercher mes affaires demain. Je laisserai les clés dans la boîte aux lettres. » Elle savait que ce n'était pas la fin. Il y aurait un divorce, un partage des biens. L'appartement sous hypothèque acheté pendant le mariage était une question complexe, mais elle ne voulait pas y penser maintenant. Pour l'instant, elle avait juste besoin d'être chez elle, dans son ancienne chambre où tout était familier. Quand elle est entrée dans l'appartement de ses parents, son père et sa mère étaient assis à la table de la cuisine, buvant silencieusement du thé. Ils l'attendaient. Alors, a demandé son père laconiquement. « C'est fini », a répondu Émilie tout aussi brièvement, en enlevant son manteau. « C'est la fin. » Sa mère s'est levée sans un mot, s'est approchée et l'a serré fort dans ses bras. Et Émilie, enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère, s'est enfin autorisée à se relâcher. Elle est restée là, tenant sa mère, et a senti la tension desserrer lentement son étreinte. « Tu as bien fait »,
a dit son père depuis la table. C'était attendu depuis longtemps. Je ne reste pas longtemps, a dit Émilie en s'écartant de sa mère. Je dois faire mes valises. Je vais à l'appartement demain. Papa, tu peux venir avec moi. Bien sûr, a répondu Bob sans hésiter. À quelle heure? Mais elle se trompait. Le lendemain, lorsqu'elle et son père sont arrivés devant son immeuble, la Ford Focus d'Ethan était sur le parking. Merde, a marmonné Émilie. Il est à la maison. Et alors, a haussé les épaules son père. C'est aussi chez toi. Pour l'instant, en tout cas. Allons-y. Ils sont montés à son étage. Le cœur serré, Émilie a mis la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte. L'appartement était calme. Les affaires d'Ethan étaient éparpillées dans l'entrée. Une montagne de vaisselle sale traînait dans l'évier de la cuisine. Apparemment, personne n'avait pris la peine de nettoyer après la fête d'hier. Le son d'une télévision provenait du salon. Ils sont entrés. Ethan était assis sur le canapé dans un vieux peignoir, regardant une émission de télé. Une bouteille de brandy et un verre à moitié vide étaient posés sur la table basse devant lui. Il avait une mine affreuse, visage bouffi, yeux rouges et une barbe de plusieurs jours. Émilie, a-t-il commencé en les voyant. Tu es là. Et pourquoi est-il avec toi? Elle a lancé un regard hostile à Bob. Je suis venu chercher mes affaires, a dit Émilie calmement. Mon père est là pour m'aider, a-t-elle ajouté, voyant son père serrer les poings. Tes affaires? Ethan s'est levé lentement. Tu es sérieuse? Tu pars pour une dispute stupide? Ce n'était pas une dispute stupide, Ethan. Émilie a secoué la tête. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je suis fatigué. Fatigué d'être juste un portefeuille et une femme de ménage gratuite pour toi et ta mère. Ne dis pas ça. Il a fait un pas vers elle, sentant le brandy à plein nez. Je t'aime, Émilie. J'ai juste. Je n'étais pas moi-même hier. Maman, elle était tellement bouleversée. Ta mère était bouleversée parce que son plan pour me soutirer de l'argent a échoué, a-t-elle rétorqué. Et toi, tu étais bouleversé parce que tu n'as pas pu lui plaire. Il n'y a tout simplement pas de place pour moi dans cette équation. Écoute, est intervenu Bob, s'interposant entre eux. Ma fille est venue chercher ce qui lui appartient. Ne te mets pas en travers de son chemin. Ethan a fustigé son beau-père du regard. Et vous, restez en dehors de nos affaires. On va régler ça nous-mêmes. J'y suis déjà mêlé, a répondu son père calmement. Je m'y suis mêlé le jour où ma fille t'a épousé. Alors, voici comment ça va se passer, tu t'assois là et tu restes tranquille, et on va emballer rapidement et partir. Émilie est allée dans la chambre, son père derrière elle. Elle a ouvert le placard et a commencé à sortir ses vêtements, ses sacs, ses chaussures. Son père emballait tout silencieusement dans de grands cartons qu'ils avaient apportés. Après environ une demi-heure, Ethan est apparu dans l'encadrement de la porte. Il était moins agressif maintenant, plus perdu et pathétique. Émilie, peut-être que tu vas reconsidérer, a-t-il demandé. Où iras-tu? C'est notre maison. Je vais rester chez mes parents pendant un temps, a-t-elle répondu sans le regarder. Et ensuite? Ensuite je demanderai le divorce et nous partagerons notre maison. Le divorce? Il a pâli. Tu veux divorcer? Mais pourquoi? Émilie a arrêté ce qu'elle faisait et l'a regardé droit dans les yeux. Parce que je ne t'aime plus, Ethan. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être hier, peut-être il y a des années. L'amour est mort. Tout ce qui reste, c'est l'habitude et la pitié. Et je ne veux pas vivre comme ça. À ce moment-là, son téléphone a sonné. L'écran affichait « Brenda ». Émilie a rejeté l'appel, mais sa belle-mère a immédiatement rappelé. « Ne réponds pas », a dit son père. Mais Émilie a répondu et a mis le haut-parleur. Espèce de garce, la voix perçante de sa belle-mère a hurlé à travers le téléphone. Tu as vraiment osé venir, tu as décidé de dépouiller complètement mon fils. Ça ne marchera pas. Je ne te laisserai pas faire. Cet appartement est à moi. Je l'ai donné à mon garçon. Bonjour, Brenda, a dit Émilie d'un ton glacial. Premièrement, votre fils s'appelle Ethan.
Et deuxièmement, vous ne lui avez pas donné l'appartement. Vous avez seulement donné une petite fraction de l'argent pour la compte. J'ai payé le reste. Alors ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas votre précieux garçon dans le besoin, mais je n'abandonnerai pas ce qui est à moi non plus. Tu le regretteras, a hurlé sa belle-mère. J'irai au tribunal. Je prouverai que tu es une fraude. Bonne chance avec ça, a souri Émilie avec mépris avant de raccrocher. Elle a regardé Ethan. Il se tenait la tête basse. Tu vois, a-t-elle dit doucement. Rien ne change. Tu passeras ta vie entière déchirée entre elle et moi, et je ne peux plus faire ça. Ils ont fini d'emballer. Alors que son père sortait le dernier carton, Émilie a jeté un dernier regard circulaire dans la pièce, leurs photos au mur, son fauteuil préféré près de la fenêtre, les livres sur les étagères. Une partie de sa vie restait ici, mais elle ne ressentait aucun regret. À la porte, elle s'est retournée. Ethan était toujours assis sur le canapé, fixant un point unique sur le sol. Adieu, Ethan, a-t-elle dit. Il n'a pas répondu. Quand elle et son père sont descendus et chargeaient les cartons dans la voiture, un taxi s'est arrêté brusquement près de l'immeuble. Une Brenda enragée en a jailli. Arrêtez, a-t-elle hurlé en se précipitant vers eux. Où emportez-vous les biens volés? Bob s'est silencieusement placé devant elle, protégeant Émilie dans la voiture. Écartez-vous, madame, a-t-il dit calmement mais fermement. Et n'intervenez pas. Qui êtes-vous pour me dire quoi faire, a-t-elle piaillé. Je suis sa mère. Et je suis son père. Sa voix se fit plus dure. Et je ne vous laisserai plus maltraiter ma fille. Rentrez chez vous, Brenda, et conseillez à votre fils de se trouver un travail. Ça lui sera utile quand il devra payer une pension alimentaire. Sur ces mots, il est monté dans la voiture, a démarré le moteur et a appuyé sur l'accélérateur, laissant Brenda plantée au milieu du parking, la bouche bée d'indignation. Le trajet jusqu'à la maison de ses parents a semblé interminable à Émilie. Elle était assise sur le siège passager, regardant les rues défiler, se sentant totalement vidée, comme si quelque chose d'important lui avait été retiré, laissant un vide creux à l'intérieur. 7 ans de mariage, 7 ans d'espoir, de compromis et de déception s'étaient terminés ainsi, des affaires emballées dans des cartons et une dispute avec sa belle-mère sur un parking. Son père conduisait en silence, lui jetant seulement de temps en temps un regard de sympathie. Il comprenait que toute parole serait superflue en ce moment. Elle avait besoin de temps pour assimiler cela, pour le digérer, pour l'accepter. À leur arrivée, sa mère les attendait à la porte. Elle a serré silencieusement Émilie dans ses bras, a plongé son regard dans le sien et a tout compris sans un mot. Tous les trois ont transporté les cartons dans son ancienne chambre. La montagne de cartons au milieu du petit espace était déprimante. C'était toute sa vie passée, emballée et prête à être jetée au rebut de l'histoire. « Laisse ça, ma chérie », a dit sa mère, voyant Émilie s'apprêter à déballer. « Repose-toi. On fera tout ça demain. » Émilie a acquiescé avec obéissance. Elle n'avait vraiment plus aucune force. Elle est allée dans la salle de bain et est restée longtemps sous la douche chaude, lavant non seulement la saleté et la fatigue, mais toute la négativité de la journée passée. L'eau semblait emporter la blessure, la colère, la déception. Quand elle est sortie, enveloppée dans le vieux peignoir de sa mère, le dîner et ses parents l'attendaient dans la cuisine. Ils ont mangé en silence. Le calme n'était rompu que par le cliquetis des couverts et le tic-tac de la vieille horloge murale. Ce silence était guérisseur. Il ne contenait ni reproche, ni jugement, ni conseil non sollicité, seulement le soutien tranquille des personnes les plus proches d'elle. « J'appellerai un avocat demain », a dit son père après avoir fini leur thé. « J'en connais un bon, spécialisé en droit de la famille. Nous devons faire les choses correctement. »« Merci, papa », a répondu Émilie doucement. « Et ne t'inquiète pas pour l'appartement », a-t-il ajouté, comme s'il lisait dans ses pensées. « Quoi que le tribunal décide, tu ne seras pas sans toi. On s'en sortira. » Cette nuit-là, Émilie n'a pas pu dormir pendant longtemps. Elle était allongée dans son lit d'enfant, fixant le plafond où les étoiles phosphorescentes qu'elle avait collées il y a longtemps brillaient encore, repassant les événements des dernières années dans sa tête. Elle se rappelait son mariage avec Ethan simple mais joyeux. Ses yeux brillants, ses promesses d'amour éternel. Où tout cela était-il passé? Cela avait-il seulement été réel, ou n'était-ce qu'une illusion qu'elle s'était créée parce qu'elle voulait désespérément être aimée?
Elle se rappelait leur tentative pour avoir un enfant. Ils avaient essayé pendant 2 ans, mais rien ne s'était passé. Les médecins disaient qu'elle allait bien, mais qu'Ethan devait passer des tests. Il avait catégoriquement refusé. Le problème ne peut pas venir de moi, avait-il déclaré. Je suis en bonne santé. C'est tout ton stress lié au travail. Et elle l'avait cru, s'était sentie coupable. Peut-être que s'ils avaient eu un enfant, les choses auraient été différentes. Sa belle-mère ne se serait pas autant immiscée, et Ethan aurait grandi. Non. Emily a souri amèrement dans l'obscurité. Rien n'aurait changé. Cela aurait juste donné à Brenda un autre levier de manipulation. Emily, tu n'emmaillotes pas mon petit-fils correctement. Ethan, pourquoi le bébé pleure-t-il? Emily ne l'a probablement pas nourri à temps. Et Ethan serait resté un éternel enfant, déchiré entre sa mère et sa femme. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. La ville vivait sa propre vie. Quelque part là-bas, dans un autre quartier dans leur ancien appartement, se trouvait Ethan. Que faisait-il? Est-ce qu'il buvait, appelait sa mère pour se plaindre de sa cruelle femme? Ou peut-être qu'il n'arrivait pas à dormir non plus, pensant à elle, regrettant ce qui s'était passé? Soudain, elle a eu pitié de lui non pas en tant que mari, mais en tant que personne, faible, dépendant, incapable de prendre ses responsabilités. Il était l'otage de sa mère, de son amour étouffant et de son contrôle total, et il ne trouverait jamais la force de sortir de cette cage. Mais elle l'avait fait. Cette prise de conscience lui a apporté un étrange sentiment de calme. Elle n'était plus en colère contre lui. Elle comprenait simplement qu'ils appartenaient à des mondes différents. Elle était une personne habituée à se battre, à accomplir, à résoudre des problèmes. Il était une personne habituée à ce que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes pour lui, d'abord sa mère, puis elle. Elle est retournée se coucher et s'est endormie presque immédiatement. Elle a fait un rêve étrange, elle marchait dans un long couloir sombre, et au bout se trouvait une porte derrière laquelle elle entendait la voix d'Ethan. Il l'appelait, demandait de l'aide. Elle s'est approchée de la porte, a tendu la main vers la poignée, mais ne l'a pas ouverte. Elle a simplement fait demi-tour et a marché dans la direction opposée vers une lumière vive et chaude à l'autre bout du couloir. Elle s'est réveillée le matin avec l'esprit clair et une décision ferme. Elle ne se battrait pas pour cet appartement. C'est-à-dire qu'elle se battrait pour sa part, pour ce qui lui revenait légalement, mais elle ne s'accrocherait pas à ces murs, à ce passé. Elle repartirait de zéro. Au petit déjeuner, elle l'a annoncé à ses parents. Je pense que la meilleure chose à faire est de vendre l'appartement et de partager l'argent, a-t-elle dit. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Je prendrai ma moitié, j'ajouterai mes économies et je m'achèterai quelque chose de petit, un studio ou un 2 pièces. Ce sera suffisant pour moi. Une décision sensée, a acquiescé son père. Mais il pourrait ne pas accepter de vendre. Cette Brenda va s'y accrocher de toutes ses forces. Alors qu'il rachète ma part, a dit Emily en haussant les épaules. Je doute qu'ils aient l'argent pour ça. Donc vendre est l'option la plus réaliste. Vers midi, l'avocat que son père avait contacté a appelé, Andrew Collins, un homme d'une 50aine d'années, calme et sûr de lui. Il a écouté attentivement le récit d'Emily, a posé quelques questions de clarification sur le prêt hypothécaire et les investissements. La situation est claire, a-t-il conclu. La propriété a été acquise pendant le mariage, c'est donc un bien communautaire. Vous avez droit à exactement la moitié. Le fait que vous ayez effectué la plupart des paiements peut être utilisé comme un argument supplémentaire au tribunal, mais il est fort probable que le tribunal partage à 50-50e. Et qu'en est-il de l'argent que sa mère a donné pour la compte? A demandé Emily. C'était un cadeau à son fils, a expliqué l'avocat. S'il n'y a pas d'accord de prêt, il est presque impossible de prouver qu'il s'agissait d'une dette et non d'un cadeau. Cela n'affectera donc pas le partage. Je peux donc compter sur la moitié? Absolument. Absolument. Je vais préparer la demande de divorce et la demande de partage des biens. J'aurai besoin de certains documents de votre part, certificat de mariage, documents pour l'appartement, l'accord d'hypothèque et vos relevés bancaires confirmant les paiements. Je vais tout rassembler. Après avoir parlé à l'avocat, Emily se sentait encore plus confiante. Elle avait un plan clair et compréhensible. Plus d'émotion, juste un calcul froid et rigoureux. Elle a passé le reste de la journée à déballer ses cartons.
Elle a jeté sans pitié tout ce qui lui rappelait Ethan, ses cadeaux, leurs photos communes, les petits bibelots qui semblaient autrefois précieux. Elle vidait non seulement sa chambre, mais aussi sa vie du passé. Le soir, alors que presque tout était déballé, elle est tombée sur un vieil album photo. Sur une photo, elle et Ethan se tenaient sur une jetée jeune, heureux, s'enlaçant et riant. Emily a regardé la photo pendant longtemps. Cela ne faisait pas mal. C'était juste un peu triste. Triste que ce conte de fées ne soit jamais devenu une réalité. Elle ferma l'album et le posa sur l'étagère la plus haute. Le passé devait rester dans le passé. Elle avait une nouvelle vie devant elle. Le processus de rassemblement des documents pour le divorce s'est avéré plus difficile qu'Emily ne l'avait prévu. Certains papiers de l'appartement, y compris les originaux de certains reçus de paiement, se trouvaient encore dans leur appartement commun. Elle devait y retourner cette fois, accompagnée non seulement de son père mais aussi d'un officier de police qu'elle avait prudemment appelé pour éviter une autre confrontation. Ethan les a accueillis à la porte, l'air maussade et hostile. Étonnamment, Brenda n'était nulle part en vue. Et maintenant ? A-t-il craché. Vous venez prendre ce qu'il reste ? Je suis venu chercher les documents dont j'ai besoin pour le tribunal, a répondu calmement Emily en entrant dans l'appartement. La présence d'un officier en uniforme a eu un effet modérateur sur Ethan. Elle a rapidement trouvé le bon dossier dans un tiroir du bureau. Pendant qu'elle vérifiait son contenu, Ethan se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés. C'est donc vraiment un divorce ? A-t-il demandé d'une voix basse. Tu n'as pas changé d'avis ? Non, Ethan, je n'ai pas changé d'avis. Et tout ça à cause de ma mère ? À cause d'une soirée gâchée ? Emily leva les yeux vers lui. Non, pas à cause d'une seule soirée, à cause de cette année vécue dans l'ombre de ta mère, parce que tu n'es jamais devenu mon mari. Elle ferma le dossier. C'est tout. Je n'ai besoin de rien d'autre ici. Lorsqu'ils ont quitté l'appartement, Emily a senti que le dernier fil la reliant à cet endroit avait été rompu. Maintenant, c'était juste l'appartement de quelqu'un d'autre où vivait un étranger. La bataille juridique promettait d'être longue et désagréable. Comme son père l'avait prédit, Brenda s'agrippait à l'appartement comme à une bouée de sauvetage. Dès la première audience, comparaissant comme témoin pour son fils, elle a fait une véritable mise en scène. Elle a pleuré, s'est tordu les mains et a raconté comment elle avait économisé de l'argent toute sa vie pour acheter à son fils un petit nid d'amour, et comment ce prédateur voulait maintenant tout lui enlever. Ethan était assis à côté de sa mère et de leur avocat, hochant la tête docilement. Il avait l'air pitoyable. Emily le regardait et ne ressentait rien d'autre qu'un léger dégoût. L'avocat d'Ethan a tenté de faire valoir que la contribution d'Emily au budget familial était minimale et qu'Ethan avait supporté la majorité des dépenses grâce à des revenus non officiels provenant de la vente de ses peintures. C'était si absurde que même le juge, un homme âgé et expérimenté, n'a pu cacher un sourire ironique. « Avez-vous des preuves de ces revenus ?» a-t-il demandé. Déclaration de revenus, relevé bancaire. Mon client est un individu créatif, a répondu l'avocat d'un ton pompeux. Il préfère être payé en espèces. Je vois. Le juge hocha la tête. Et vous, madame, avez-vous des preuves de vos revenus et des paiements hypothécaires ? Oui, monsieur le juge. Andrew Collins, l'avocat d'Emily, se leva. Nous avons les fiches de paie de ma cliente pour les 7 dernières années, ainsi qu'un historique complet des paiements hypothécaires provenant de son compte bancaire personnel. Il posa un dossier épais sur le bureau du juge. L'audience fut ajournée, mais Emily voyait déjà que la loi était de son côté. Ce soir-là, en rentrant chez elle, une surprise désagréable l'attendait. Sous la porte de l'appartement de ses parents se trouvait une enveloppe sans adresse. À l'intérieur se trouvait un dépliant brillant pour une entreprise de pompes funèbres. Une image de couronne avec un ruban noir était entourée d'un gros marqueur rouge avec les mots « Tu en auras bientôt besoin » griffonnés dessus. Un frisson parcourut l'échine d'Emily. Elle savait de qui cela venait. Brenda avait recours aux menaces. Elle appela immédiatement Andrew Collins. « C'est très sérieux », a-t-il dit après l'avoir écouté. « Gardez l'enveloppe et le dépliant. Demain, nous déposons une plainte à la police pour menace de mort. » Mais sa belle-mère ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours plus tard, elle a tendu une embuscade à Emily devant son bureau. « Alors, es-tu contente maintenant ?» a-t-elle sifflé, lui barrant le passage. « Tu as décidé de ruiner mon fils complètement.
Brenda, s'il vous plaît, poussez-vous. Je suis pressé. Émilie essaya de la contourner. Je ne bouge pas. Sa belle-mère l'attrapa par la manche de son manteau. Tu finiras par danser sur ma musique. Je te ferai renoncer à cet appartement toi-même. Je dirai à tous tes voisins quel traîné tu es. Je dirai à tout le monde à ton travail comment tu as dépouillé ton mari. Essayez donc, répondit froidement Émilie en dégageant son bras. Et j'essaierai de prouver au tribunal que non seulement vous proférez des menaces, mais que vous vous livrez aussi à de la calomnie. C'est aussi un crime, vous savez. Elle s'éloigna, laissant sa belle-mère marmonner des insultes derrière elle, mais à l'intérieur, elle était crispée par la peur. Cette femme était capable de tout. Le point culminant est survenu une semaine plus tard. Émilie rentrait tard le soir. La cour était sombre et vide. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée de son immeuble, Ethan sortit soudain d'un coin. Il était ivre. « Te voilà », dit-il avec un sourire narquois en s'avançant vers elle. « Ethan, qu'est-ce que tu veux ?» Émilie recula. « Je veux parler. » Il l'attrapa par les épaules. Sa prise était forte et ses yeux étaient colériques. « Pourquoi as-tu appelé les flics pour ma mère ?» Elle plaisantait, c'est tout. « Lâche-moi », bouillonna Émilie, essayant de se libérer. « Non, je ne te lâcherai pas. » Il l'attira plus près. L'odeur d'alcool la frappa au visage. « Tu vas retirer cette plainte à la police et ta demande sur l'appartement. Compris ? Jamais. C'est ainsi ? » Son visage se crispa. « Alors je t'y forcerai. » Il leva la main. Émilie ferma les yeux, attendant le coup. Mais le coup ne vint jamais. Elle entendit un bruit sourd. Puis le gémissement étouffé d'Ethan. Ouvrant les yeux, elle vit son père. Il se tenait au-dessus d'Ethan, qui était affalé au sol, et dans sa main se trouvait un démonte-pneus. « Je t'avais dit que je ne le laisserais pas te faire du mal », dit son père en respirant lourdement. On dirait que l'imbécile ne comprend pas les mots. Ethan gémissait, se tenant le côté. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Alta-t-il. « Je t'avais prévenu, fiston. » Bob se dressait au-dessus de lui. « Si tu t'approches encore de ma fille, c'est à moi que tu auras affaire maintenant. Lève-toi et dégage d'ici, et je préfère ne plus te voir dans les parages. » Ethan se releva avec difficulté et s'éloigna en boitant, lançant des regards haineux derrière lui. « Papa. » Émilie se précipita vers son père. « Qu'est-ce que tu as fait ? » Ils pourraient t'arrêter. Ils ne le feront pas. Son père secoua la tête, cachant le démonte-pneus sous sa veste. C'est lui qui a commencé. Légitime défense. De plus, je doute qu'il court à la police. Trop honteux d'admettre qu'un vieil homme l'a battu. Rentrons à la maison, chérie. Ils montèrent à l'appartement. Sa mère, entendant le bruit, courut dans le couloir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, coupa son père. On a juste eu une discussion éducative avec notre gendre. J'espère qu'il a compris le message. Cette nuit-là fut une autre nuit sans sommeil pour Émilie. Elle s'inquiétait pour son père. Et si Ethan déposait vraiment une plainte ? Mais son père était calme comme un roc. Le lendemain, Andrew Collins s'appela. « Émilie, j'ai des nouvelles pour vous. Il semble que nos adversaires soient prêts à négocier. » Leur avocat a appelé, proposant un règlement. Quoi ? Émilie n'en croyait pas ses oreilles après tout ce qui s'était passé. Apparemment, l'incident d'hier a fait une forte impression sur votre ex-mari. L'avocat gloussa. Il vous offre 60% de la valeur de l'appartement à condition que vous retiriez la plainte à la police. Émilie réfléchit un instant. Et qu'en est-il des menaces et de la calomnie de sa mère ? Nous pouvons inclure une clause dans l'accord stipulant qu'elle cesse tout contact avec vous et présente des excuses publiques. Non, dit fermement Émilie. Je n'ai pas besoin d'excuses de sa part. Je veux 70%. Et une ordonnance de protection pour les deux, leur interdisant de s'approcher de moi ou de ma famille. 70%. L'avocat siffla. C'est audacieux. Ce sont eux qui ont proposé de négocier. Émilie haussa les épaules. Cela signifie qu'ils ont peur. Et quand votre ennemi a peur, vous profitez de votre avantage.
Les négociations de règlement ont duré plusieurs jours. L'avocat d'Ethan a marchandé farouchement, essayant d'abaisser le pourcentage, mais Andrew Collins, suivant les instructions d'Emily, a tenu bon. 70% et pas un centime de moins, répétait-il. Sinon, nous poursuivons le procès et ajoutons des accusations pour agression, menace et calomnie. Je ne pense pas que ce soit dans le meilleur intérêt de votre client. Finalement, ils ont cédé. Apparemment, la perspective d'un casier judiciaire pour Ethan et de plus d'amende pour Brenda semblait pire que de perdre 10% supplémentaires de la valeur de l'appartement. Le jour de la signature de l'accord, Emily a de nouveau rencontré Ethan face à face dans le bureau de l'avocat. Il avait l'air encore pire que la dernière fois qu'elle l'avait vu plus mince, avec un bleu sous l'œil qu'il essayait maladroitement de cacher avec le col de sa chemise. Brenda n'était pas avec lui. Maman ne se sent pas bien, a-t-il marmonné, évitant son regard. Ils ont signé les papiers en silence. Quand tout fut fini, Emily se leva pour partir. Attends. Ethan l'arrêta. Elle se retourna. Je voulais dire que je suis désolé. Il finit par lever les yeux vers elle, et elle ne vit pas de colère dans ses yeux, mais seulement un épuisement infini et du remords pour tout. Tu avais raison. Je suis faible, je ne vaux rien. Ne fais pas ça, Ethan. Emily l'interrompit doucement. Elle n'avait plus aucun désir de l'humilier. Tout cela appartenait au passé. Vis simplement ta vie et essaie d'être heureux sans ta mère. Il eut un sourire amer. Tu penses que c'est possible? Tout est possible si on le veut vraiment. Elle partit sans se retourner. La signature de l'accord de règlement fut le moment où Emily put enfin respirer. La peur, la tension, l'attente du prochain coup, tout était fini. Elle abandonna les charges auprès de la police, et le cauchemar qui avait duré des mois prit fin. Mais immédiatement après, l'apathie l'envahit. Pendant tout le temps où le combat durait, elle avait été concentrée, mobilisée comme un soldat en guerre. Maintenant que la guerre était finie, ses forces l'abandonnaient. Elle rentrait du travail et restait simplement allongée sur le canapé à fixer le plafond. Elle ne voulait rien faire ni lire, ni regarder de films, ni voir des amis. Elle perdit du poids. Des cernes se formèrent sous ses yeux. « Chérie, tu ne peux pas continuer comme ça », dit sa mère avec inquiétude. « Tu vas te rendre malade. Peut-être devrais-tu voir un médecin. »« Je suis juste fatiguée, maman, » répondait Emily. « Ça passera. » Mais ça ne passait pas. Elle se sentait brisée, vide. La victoire ne lui avait pas apporté de joie, seulement un sentiment de vide, comme si avec son mariage, elle avait perdu une partie d'elle-même. Elle pleurait souvent la nuit, discrètement dans son oreiller, pour ne pas réveiller ses parents. Elle ne pleurait pas Ethan, mais ses rêves brisés, c'est cette année perdue. Un soir, alors qu'elle était à nouveau allongée sur le canapé, fixant distraitement la télévision, son père entra dans la pièce. « Assez broyé du noir, » dit-il en éteignant la télé. « Habille-toi. »« Où allons-nous » demanda Emily avec indifférence. « Tu verras. » Il l'emmena hors de la ville dans un petit parc au bord d'un grand réservoir. Ils descendirent de voiture et marchèrent le long d'un sentier vers l'eau. La soirée était calme et chaude. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances douces de rose et d'or. Ils restèrent longtemps sur le rivage en silence, écoutant le clapotis de l'eau et les cris des mouettes. Tu sais, son père brisa le silence, quand ta mère est tombée malade il y a toutes ces années, le médecin a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de chance. Je pensais que ma vie était finie. Je marchais dans le brouillard, je ne voyais ni n'entendais rien. Puis un jour, je suis venu ici, je me suis assis sur ce rocher même, et j'ai juste regardé l'eau. Je l'ai regardé couler quoi qu'il arrive. Et j'ai réalisé que la vie, c'est comme cette eau. Elle continue de couler. Et tu dois trouver la force en toi pour nager avec elle, pas pour te noyer. Il regarda Emily. Ta vie n'est pas finie, ma puce. Elle ne fait que commencer. Oui, tu as perdu 7 ans, mais tu as des décennies devant toi, et c'est à toi de décider à quoi elles ressembleront. Tu peux soit rester assise ici à t'apitoyer sur ton sort, soit te lever et aller de l'avant. Emily regarda son père, et les larmes montèrent à nouveau à ses yeux. Mais c'étaient des larmes différentes. Merci, papa, murmura-t-elle. Ils restèrent sur le rivage jusqu'à ce qu'il fasse sombre, et quand ils rentrèrent à la maison,
Émilie sentit la glace dans son âme commencer à fondre. Le lendemain, elle se réveilla en ayant l'impression d'avoir vraiment dormi pour la première fois depuis des semaines. Elle fit quelques étirements, prit une douche écossaise et prépara le petit déjeuner pour toute la famille. « Oh » dit sa mère avec surprise en la voyant dans la cuisine. « Tu es levée tôt. »« J'ai décidé de commencer une nouvelle vie », sourit Émilie. Après le travail, au lieu de rentrer directement chez elle, elle alla à la salle de sport qu'elle lorgnait depuis un moment et acheta un abonnement d'1 an. Ensuite, elle s'arrêta dans une librairie et acheta plusieurs livres qu'elle avait envie de lire. Le soir, elle appela une amie qu'elle n'avait pas vue depuis presque 1 an. « Sarah, salut. Tu as des projets pour le week-end? Peut-être pourrions-nous sortir quelque part. » La vie reprenait lentement mais sûrement son cours. Émilie recommença à sourire, à voir des amis, à faire des projets pour l'avenir. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle n'avait plus peur. Elle savait qu'elle pouvait faire face à tout ce qui se présenterait. La vente de l'appartement et le partage de l'argent se sont déroulés étonnamment bien. Ethan, apparemment sous les ordres stricts de son avocat, n'a causé aucun problème. Il a signé silencieusement tous les papiers, et 1 mois plus tard, sa part était déposée sur son compte 70% de la valeur marchande de leur ancien nid familial. La somme était substantielle. C'était plus qu'assez non seulement pour acheter son propre logement, mais aussi pour de bonnes rénovations et de nouveaux meubles. Le jour où l'argent est arrivé, son patron Peter Thompson l'a appelé dans son bureau. « Émilie, assieds-toi. » Il désigna la chaise en face de son bureau. « Je dois te parler. » Émilie se crispa. Brenda avait-elle fini par atteindre son lieu de travail et répandre une histoire infâme? « Je sais que tu as traversé une période difficile dans ta vie personnelle ces derniers temps, » commença son patron. « Et j'apprécie vraiment que cela n'ait affecté ton travail d'aucune manière. Au contraire, ton dernier rapport trimestriel était tout simplement brillant. » Merci, Peter. Émilie expira de soulagement. À la lumière de cela, et aussi du fait que notre directeur financier prend sa retraite, j'aimerais vous proposer le poste. Émilie était sans voix de surprise. Directrice financière, CFO. Ce n'était pas seulement la prochaine étape de l'échelle de carrière. C'était un saut par-dessus plusieurs marches. Je ne sais pas quoi dire. Elle bégaya. C'est tellement inattendu. Je pense que c'est parfaitement attendu. Son patron sourit. Vous êtes la meilleure spécialiste de notre département. Responsable, compétente, avec d'excellentes capacités d'analyse. Je suis convaincu que vous pouvez y arriver. Le salaire, bien sûr, sera proportionné. Il cita un chiffre qui fit tourner la tête d'Émilie. J'accepte, dit-elle fermement, reprenant ses esprits. Merci pour la confiance. Je ne vous décevrai pas. En quittant le bureau de son patron, Émilie se sentait comme si elle avait des ailes. Un nouveau poste, un nouveau salaire, une nouvelle vie. Elle appela immédiatement ses parents pour partager la bonne nouvelle. « C'est ma fille », se réjouit sa mère. « J'ai toujours su que tu étais capable. »« Je suis tellement fier de toi », dit son père avec sa retenue habituelle. Mais ces mots avaient du poids. Ce soir-là, ils ont célébré avec un dîner de famille. Alors qu'Émilie levait son verre de champagne, elle pensa à quel point la vie était une chose étrange. Il y a quelques mois à peine, il semblait que tout s'était effondré, et maintenant de nouveaux horizons s'ouvraient devant elle, dont elle n'avait même pas osé rêver. Le lendemain, elle se jeta dans son nouveau travail. Il y avait une montagne de travail à faire. Elle devait prendre la relève de la directrice financière sortante, apprendre ses nouvelles responsabilités, se mettre au courant des plans stratégiques de l'entreprise. Émilie travaillait avec une énergie renouvelée. Elle aimait ce sentiment d'être nécessaire, de prendre des décisions importantes, de voir les résultats de son travail. En parallèle, elle commença à chercher un nouvel appartement. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, lumineux, spacieux, avec de grandes fenêtres et dans un immeuble neuf. Après de longues recherches, elle trouva l'option parfaite, un appartement de 2 chambres dans un nouveau complexe résidentiel en construction sur la rive du fleuve. L'achèvement du bâtiment était prévu dans 1 an, ce qui lui laissait le temps de planifier le design et d'organiser les rénovations. Elle investit presque tout l'argent de la vente de l'ancien appartement dans le nouveau sans hésiter. C'était son endroit, sa forteresse, son avenir. Le temps passait vite.
Émilie était complètement absorbée par son travail et la tâche agréable d'aménager sa future maison. Elle engagea un designer, et ensemble ils planifièrent chaque détail de la disposition à la couleur des prises. Elle allait dans les magasins de bricolage, choisissant le carrelage, le papier peint, le revêtement de sol. Cette activité créative lui apportait un plaisir immense. Elle avait minci et rayonnait. Des collègues masculins commençaient à prêter attention à elle, l'invitant à prendre un café, lui faisant des compliments. Émilie souriait poliment mais gardait ses distances. Elle n'était pas encore prête pour une nouvelle relation. La blessure de la trahison d'Ethan n'était pas encore totalement guérie. Un jour, en quittant le bureau, elle heurta un homme sur le pas de la porte. Il portait une grande pile de dossiers, qui s'éparpillèrent sur le sol du hall. « Oh, je suis tellement désolé !» s'exclamèrent-ils tous les deux en même temps et se précipitèrent pour ramasser les papiers. « Je suis si maladroit !» dit l'homme d'un air coupable en ramassant le dernier dossier. Il leva les yeux, et Émilie rencontra une paire d'yeux bruns chaleureux, légèrement embarrassés. L'homme était grand avec des épaules larges, un sourire agréable et une touche d'argent sur les tempes. « Non, c'était ma faute. J'étais dans la lune. » Émilie lui sourit en retour. « Je ne pense pas vous avoir vu par ici auparavant, dit-il. Je suis David, du département juridique. » Émilie, directrice financière, se présenta elle. « Ah, c'est donc vous et l'Émilie dont tout le monde parle. » Il la regarda avec intérêt. « La légende de notre bureau, elle est arrivée et a réglé en 6 mois ce que personne n'avait pu réparer pendant des années. » Émilie rit, embarrassée. « Vous exagérez. »« Pas du tout. Et si je vous offrais un café en guise d'excuse pour ma maladresse ?» Émilie hésita une seconde, puis hocha la tête. « Pourquoi pas ?» Ils allèrent dans un petit café près du bureau. La conversation était facile et naturelle. David s'avéra être un interlocuteur intéressant avec un bon sens de l'humour. Il parlait de son travail, d'un récent voyage à la montagne, de son chien un labrador nommé Zeus. À sa surprise, Émilie se sentait très à l'aise avec lui. Pour la première fois depuis longtemps, elle discutait simplement avec un homme, sans attendre de piège, sans analyser chacun de ses mots. « Alors, êtes-vous divorcé depuis longtemps ?» demanda-t-il inopinément. Émilie tressaillit. « Désolé si c'est trop personnel, » ajouta-t-il rapidement. « C'est juste que je suis divorcé aussi. Depuis 3 ans maintenant. Je sais ce que c'est. » Presque 1 an, répondit Émilie. Et ce n'était pas facile. Je comprends. Il hocha la tête. Mon ex-femme était aussi, disons, difficile à gérer. Mais vous savez ce que j'ai appris ? Parfois, un divorce n'est pas une fin, mais un début. Une chance de recommencer sans les vieilles erreurs. Ces paroles résonnèrent en elle. Oui, approuva-t-elle. Je pense que vous avez raison. Ils restèrent dans le café pendant presque 2 heures. Au moment de se dire au revoir, David dit, « Émilie, j'ai vraiment apprécié vous rencontrer. J'aimerais beaucoup vous revoir. Pas au travail, mais juste pour un dîner ou un film. » Émilie sourit. « Je vais y réfléchir. » D'accord. Il sourit en retour. « J'attendrai. » Tout au long du trajet vers la maison, Émilie repensa à leur rencontre. Elle ne savait pas si cette connaissance se transformerait en quelque chose de sérieux, mais elle était reconnaissante à David pour cette soirée. Il lui avait rappelé qu'il y avait d'autres hommes dans le monde pas comme Ethan. Des hommes fiables, matures, autonomes. Et peut-être, juste peut-être, était-elle prête à recommencer. Émilie ne réfléchit pas longtemps. Dès le lendemain, elle s'approcha de David à la cafétéria du bureau et lui dit, « J'aimerais beaucoup dîner avec vous. » Son visage s'illumina. « Excellent. Que diriez-vous de ce soir à 19 h ? Je connais un super restaurant italien. » Leur premier rendez-vous fut parfait. Ils parlèrent sans arrêt, rirent et découvrirent de plus en plus d'intérêts communs. David était non seulement intelligent et charmant, mais aussi incroyablement attentif. Il semblait deviner ses souhaits, anticiper ses questions et offrir des compliments subtils et appropriés. Émilie se sentait à l'aise avec lui, comme s'ils se connaissaient depuis 100 ans. Leur relation se développa rapidement mais harmonieusement. Ils se voyaient presque tous les jours après le travail, et le week-end, ils partaient hors de la ville, se promenaient dans les parcs, allaient au théâtre.
David lui présenta son labrador Zeus, un chien énorme et débonnaire qui accepta immédiatement Emily comme l'une des siennes. Après 2 mois, David suggéra de partir en vacances ensemble. J'ai toujours rêvé de voir la côte du Maine, dit-il. On dit que les paysages sont incroyables. Viendras-tu avec moi? Sans hésitation, Emily accepta. Cette semaine dans le Maine fut un véritable conte de fées pour eux. Ils logèrent dans un petit chalet au bord de l'océan, firent de la randonnée, explorèrent de petites villes, et le soir s'assirent près de la cheminée, buvant du vin et discutant pendant des heures. C'est là, dans le Maine, qu'Emily réalisa qu'elle était vraiment tombée amoureuse pas de l'engouement aveugle et juvénile qu'elle avait ressenti pour Ethan, mais d'un amour mûr et conscient pour un homme qu'elle respectait et en qui elle avait une confiance totale. C'est aussi là que David lui dit pour la première fois « Je t'aime ». De retour en ville, ils devinrent presque inséparables. David restait souvent à l'appartement de ses parents, l'aidait à choisir les matériaux pour son nouveau logement et l'accompagnait sur le chantier. Il rencontra ses parents, et son père, d'ordinaire réservé et méfiant, après une conversation privée d'une demi-heure avec David, rendit son verdict, c'est un homme solide. Tu peux lui faire confiance. Quand l'appartement d'Emily fut enfin terminé et qu'elle eut les clés, David l'aida à déménager. Il monta les meubles lui-même, accrocha les étagères et brancha les appareils électroménagers. Je veux que tu sois heureuse ici, dit-il en vissant la dernière poignée sur un placard de cuisine. Je suis déjà heureuse, sourit Emily. Parce que tu es là. Le jour de sa pendaison de crémaillère, après le départ de tous les invités, David sortit une petite boîte en velours de sa poche. Emily, dit-il en posant un genou à terre. Je sais qu'après tout ce que tu as traversé, tu pourrais avoir peur de faire confiance à nouveau, mais je veux que tu saches que je ne te trahirai jamais. Je serai toujours de ton côté. Je t'aime plus que la vie elle-même. Veux-tu m'épouser? Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. Oui, murmura-t-elle. Oui, je le veux. Leur mariage fut calme et simple, avec seulement leur famille et leurs amis les plus proches. Ils sont simplement allés au palais de justice et ont eu un dîner de célébration dans le même restaurant italien où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Ils étaient vraiment heureux. David emménagea avec Emily, et son nouvel appartement lumineux se remplit de chaleur, de rire et des aboiements de Zeus. Ils voyageaient beaucoup, faisaient des projets pour l'avenir et se soutenaient mutuellement en tout. David ne s'ingérait jamais dans ses affaires financières mais était toujours prêt à aider si nécessaire. Il respectait sa carrière et était fier de son succès. Un jour, en triant de vieux papiers, Emily tomba sur une feuille jaunie d'un poème qu'Ethan lui avait écrit autrefois, « Tes yeux, 2 océans dans lesquels je me noie ». Elle le relut et sourit d'un air narquois. Comme tout cela était naïf et faux. Elle froissa le papier et le jeta à la poubelle sans réfléchir. Le passé n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Parfois, elle pensait à Ethan et Brenda. De connaissances communes, elle avait appris qu'ils avaient vendu cet appartement et acheté 2 petits studios dans différents quartiers de la ville. Brenda, brisée par sa défaite et ses pertes financières, avait considérablement décliné et ne tentait plus de contrôler la vie de son fils. Et Ethan, il n'avait jamais trouvé d'emploi stable, survivait de petits boulots et, selon les rumeurs, avait commencé à boire beaucoup. Emily n'avait pas de pitié pour eux. Elle avait simplement tiré les leçons de son histoire. Et la leçon principale était celle-ci, vous ne pouvez laisser personne, pas même vos proches, détruire votre vie. Vous devez savoir quand dire non et comment défendre vos limites. Un soir, alors qu'elle et David étaient assis sur le canapé à regarder un film, il dit soudain, « Tu sais, je suis tellement reconnaissant envers ton ex-mari. » Emily demanda, surprise, « Pourquoi ? » Pour avoir été un tel idiot et t'avoir laissé partir. David sourit. Sinon, je n'aurais jamais rencontré la femme la plus merveilleuse du monde. Emily rit et se blottit contre son épaule. Je lui suis reconnaissante aussi, dit-elle, de m'avoir appris à apprécier le vrai bonheur. Elle regarda son mari, Zeus dormant à leurs pieds, la pièce confortable et chaleureusement éclairée, et réalisa qu'elle était chez elle, vraiment chez elle, là où elle était aimée, valorisée et respectée. Et c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver. La fin de son drame personnel était le début heureux d'une nouvelle belle histoire. 3 ans passèrent. Emily se tenait au seuil de la chambre d'enfant, souriant en regardant David et leur fils de 2 ans, Michael, construire une tour de blocs. La tour devenait haute et bancale, et quand un bloc de plus fut placé au sommet, elle s'écroula dans un fracas. Michael gloussa de joie, et David,
avec une expression tragique, s'effondra sur le tapis, enseveli sous les décombres. « Maman, sauve-nous » cria-t-il, tendant ses mains vers Émilie. « Nous sommes piégés. » Émilie rit et entra dans la pièce. « Très bien, quelle est l'urgence ici ?» Elle souleva son bambin rieur. « On dirait que quelqu'un a besoin d'une équipe de secours. » Cette maison, qui avait été autrefois un symbole de lutte et de solitude pour elle, était maintenant remplie de vie, de rire et d'amour. Après leur mariage, David avait vendu son propre appartement, et ensemble ils avaient fini de payer l'hypothèque restante sur le sien. C'était maintenant leur maison commune où chaque coin gardait la chaleur du bonheur de leur famille. Les parents d'Émilie adoraient à la fois leur gendre et leur petit-fils. Bob avait enseigné à David tous les secrets de la pêche, et il passait souvent des week-ends au bord de la rivière. Et Suzanne, dont la santé s'était considérablement améliorée grâce à un traitement opportun, gâtait toute la famille avec ses tartes et ses confitures. Émilie pensait rarement à sa vie passée. C'était comme regarder un vieux film en noir et blanc qui ne suscitait plus aucune émotion. Mais un jour, le passé lui rappela son existence. Un samedi, alors que la famille se promenait dans le parc, Émilie vit une silhouette familière. Une femme âgée dans un manteau démodé était assise voûtée sur un banc. C'était Brenda. Elle avait beaucoup changé. Elle paraissait plus vieille, plus mince. Ses cheveux étaient beaucoup plus gris. Elle était seule. Émilie s'arrêta un instant. Son cœur rata un battement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda David, remarquant son arrêt. « Non, tout va bien », Émilie secoua la tête. « J'ai juste vu quelqu'un que je connaissais autrefois. » Elle ne voulait pas s'approcher, ne voulait pas remuer le passé, mais quelque chose l'y poussa. « Reste ici avec Michael. »« Je reviens tout de suite », dit-elle à son mari et se dirigea vers le banc. « Brenda » appela-t-elle doucement. La femme leva les yeux. Pendant une seconde, la reconnaissance brilla dans ses yeux fanés, suivie par la peur et l'hostilité. « Qu'est-ce que tu veux » croassa-t-elle. « Rien. Je vous ai juste vu et je voulais vous dire bonjour. »« Comment allez-vous ? » ?»« Comment je vais ?» Elle eut un rire amer. « Comme tu peux le voir, seul. » Mon fils, elle s'interrompit et fit un geste de la main méprisant. « Qu'en est-il d'Ethan » demanda Émilie avec prudence. « Qu'en est-il d'Ethan » l'imita-t-elle. « Ton Ethan s'est saoulé jusqu'à la stupeur, a perdu son emploi, vit de ma sécurité sociale. Parfois il disparaît pendant quelques jours, puis revient sale et ivre. Je l'attends maintenant. Il a promis de venir. Il va demander de l'argent. » Elle fixait le lointain, et son regard contenait un tel désespoir qu'Émilie ressentit un frisson. Toute son ancienne autorité, toute son arrogance avait disparu. Devant elle était assise une femme seule, vieille et malheureuse. « Je suis désolée, » dit sincèrement Émilie. « Tu es désolée ?» Brenda tourna son regard vers elle, et une étincelle de la vieille haine s'alluma dans ses yeux. « Tout cela est de ta faute. Si tu n'étais pas parti, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu l'as brisé. Tu as ruiné sa vie. » Émilie ne dit rien. Elle ne discuta pas. Il n'y avait aucun intérêt à essayer de prouver quoi que ce soit à cette personne. « Adieu, Brenda » dit-elle calmement et elle s'éloigna. Elle retourna vers son mari et son fils qui attendaient près de la fontaine. « C'était qui » demanda David, passant un bras autour de son épaule. « Un fantôme du passé » répondit Émilie, s'appuyant contre lui. « Mais elle ne me fait plus peur. » Elle regarda son fils qui riait, son mari aimant et fiable, et réalisa qu'elle était complètement et absolument heureuse. Son passé, avec sa douleur et son ressentiment, l'avait rendue plus forte et plus sage. Il lui avait appris à apprécier ce qu'elle avait maintenant. Elle ne regardait plus en arrière. Sa vie était ici et maintenant dans le sourire de son enfant, dans l'étreinte chaleureuse de son mari, dans la lumière du soleil jouant sur les embruns de la fontaine. Et c'était une vie magnifique, une vie qu'elle avait bâtie pour elle-même. Ce soir-là, alors qu'elle bordait Michael, elle lui raconta l'histoire d'une princesse courageuse qui avait vaincu un dragon maléfique et trouvé son prince charmant. « Maman, est-ce que les dragons existent pour de vrai » demanda le petit garçon d'un air endormi. « Parfois, mon grand » répondit Émilie en embrassant le sommet de sa tête. « Mais ils ne sont pas si effrayants.
L'important est de ne pas avoir peur de les combattre, et alors tu gagneras toujours. Le petit garçon s'endormit, et Émilie resta assise près de son lit pendant longtemps, pensant que son propre dragon personnel avait été terrassé. Et elle était reconnaissante au destin pour la bataille, car ce n'est qu'en la traversant qu'elle avait pu trouver son véritable trésor, sa famille, son amour, son bonheur.